Il faut que la culture du doute s'installe. C'est trop facile de dire c'est la fatalité, c'est pas de chance, c'est dans les statistiques. C'est pas acceptable. Dans certains hôpitaux, des unités sont déjà en première ligne. La mission de Catherine, Martine, Jacqueline et Annie à l'hôpital Saint-Joseph, c'est de changer les mentalités et les statistiques. Si on veut essayer de s'améliorer, il faut pouvoir se regarder. Ce qu'on observe, c'est que depuis 1994, la tendance... Ici, on affiche les taux d'infection nosocomiale, on les analyse, on les décortique. Résultat, le tabou tombe et les taux baissent. C'est l'effet de la surveillance, c'est l'effet de la transparence. C'est-à-dire que chaque année, nous donnons aux équipes chirurgicales leur taux d'infection nosocomiale et cela leur permet d'ajuster toutes les mesures qu'ils prennent pour les patients. Avec 8,5% à l'hôpital Saint-Joseph, les taux d'infection sont moyens. Pour les améliorer, Annie forme les internes, les futurs médecins, à des gestes aussi simples que la désinfection des mains. Ce qu'on fait, c'est de nettoyer les deux paumes de la main, se frictionnant comme ça, mais ça ne suffit pas. La difficulté, c'est de répéter le geste plusieurs dizaines de fois par jour. Manque de temps, manque de personnel, manque de formation. Vous ne saviez pas faire avant ? Disons que on nous distribue ce genre de choses. Oui, frottez-vous les mains avant de rentrer dans la chambre, après être sorti, après avoir examiné le patient, mais on ne nous montre pas forcément exactement la manière dont doit être effectué le geste. Vous nous montrez comment vous faites, maintenant vous savez ? On met le produit dans la main, on ferme le petit clapet, on remet dans la poche, et puis on frotte la paume. Puis ici, voilà, il est tombé. Ensuite, évidemment, la région pulpaire, les pouces, et puis les tranches cubitales. Voilà. Vous avez oublié les poignets. Non, bien sûr, j'y viens. Et voilà, et comme ça, on peut aller passer au patient suivant. Je crois que j'ai bien appris la leçon. À l'hôpital, difficile de mettre un gendarme derrière chaque médecin et chaque infirmière. Alors Annie se rend dans les services, comme ici en réanimation. Cette infirmière doit réaliser un soin délicat. Elle doit changer le pansement du cathéter, le tuyau qui pénètre dans les veines du patient. Pour ces infirmières, ça n'a l'air de rien, mais travailler sous le regard d'Annie, ça veut dire accepter la critique. La réanimation, un service à haut risque. Au bout de 4 semaines, 100% de risque d'infection, souvent bénigne, mais parfois plus grave. Alors pour repousser la fatalité, il faut respecter les règles. Ce qui m'aurait fait sauter au plafond, c'est par exemple qu'elle ait beaucoup de bijoux sur ses poignets. Alors aucune importance si c'est un collier, parce qu'on ne soigne pas avec notre cou, mais en revanche si c'est sur nos poignets, ça risque à un moment donné de venir contaminer la peau du patient. Alors, on va aller nettoyer la chambre 48. Le malade vient. Pendant qu'Annie contrôle les infirmières, Martine forme le personnel de ménage. Les chiffonnettes bleues dans le seau bleu, c'est pour l'environnement proche du patient et tout ce qui est mobilier. La chiffonnette jaune, c'est pour nettoyer le lavabo, d'accord ? Et la chiffonnette rose, c'est pour nettoyer les toilettes. Il ne faut pas mélanger parce que si par exemple vous avez des soucis, vous savez que les germes aiment bien l'eau, si l'eau a stagné autour, que vous nettoyez la jaune, vous faites le lavabo avec la jaune et que vous vous dites tiens je vais prendre la même pour faire le lit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre le germe qui était là, on va le mettre sur le lit. D'où l'intérêt d'individualiser et de respecter le code couleur. Peggy est nouvelle. Elle va devoir apprendre que nettoyer la chambre d'un patient, ça n'est pas comme à la maison. Ici, la moindre erreur peut avoir des conséquences tragiques. La règle d'or, c'est du plus propre au plus sale. On commence du plus haut au plus bas, d'accord, et on fera la cuvette après. Le nerf de la guerre, loin devant le manque d'argent et de personnel, c'est la formation de tous aux règles de base de l'hygiène à tous les étages de l'hôpital. Vous allez partir du fond de la pièce et faire un 8 au sol. La technique en 8, en fait, ça vous permet de ne rien oublier en cours de route et de partir à reculons, d'accord ? Médecins, infirmières, femmes de ménage, chacun peut lutter à son niveau. Et il y a urgence, car les hôpitaux français doivent faire face à un nouveau défi.
Symbole, ce petit panneau bleu qui évoque pour tous les BMR, bactéries multirésistantes. Cet homme a attrapé au cours de ses nombreux séjours à l'hôpital un staphylocoque résistant à la méticilline. Une de ces bactéries qu'on a de plus en plus de mal à soigner, car elles ont appris à résister aux antibiotiques connus. Et ces bactéries s'installent volontiers à l'hôpital. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on est dans une spirale infernale. C'est-à-dire que pour traiter une infection survenant à l'hôpital, les médecins, mais au profit du malade, pour soigner le malade le mieux possible, font donc dégainer des antibiotiques à très large spectre. Et donc sélectionner encore plus des bactéries résistantes. Et c'est donc le cercle vicieux ou la spirale infernale. Donc il faut arriver à casser cette spirale. Il faut faire vite, car les BMR font déjà la une des journaux. La maladie des hôpitaux, l'infection nosocomiale, 18 patients sont morts. C'était le 10 décembre dernier, 18 personnes décédées à cause d'une BMR. La France, championne d'Europe des bactéries multirésistantes à cause de la surconsommation d'antibiotiques. Si nous ne changeons pas nos mauvaises habitudes, nous n'aurons bientôt plus d'armes pour combattre ces bactéries. En attendant, pour éviter l'épidémie, il faut mettre en place des protocoles sévères. La chambre de notre patient atteint d'une BMR est mise en isolement. Rien ne doit sortir d'ici sans avoir été nettoyé. Catherine et Martine vérifient tout. Les lingettes, oui. La surblouse, oui. Oui, derrière. Le matériel médical, stéthoscope, je le vois accroché là-bas. Oui. Le brassard à tension. Aussi. Alors le stylo, par contre je ne vois pas le stylo. Le stylo, non. Non. Voilà, il manque un stylo. Si vous pouviez... C'est quoi comme stylo? Un stylo pour prendre vos notes, que vous allez juste poser dans la chambre, qui va rester dans la chambre. Ou alors, si vous prenez le vôtre, pensez à le nettoyer avec la passer une lingette, pour pas... D'accord? Objectif, empêcher la transmission de la bactérie pour la faire disparaître. Ok, impeccable. Notre patient, lui, a de la chance. On s'occupe de lui. Il sera traité à l'hôpital. Mais combien ont cette chance? Combien de patients atteints d'une infection nosocomiale sont soignés à l'hôpital? Notre chirurgien orthopédiste, Patrick Mahmoudi, accueille 2000 infections osseuses en moyenne chaque année. Des malades qui échouent chez lui après parfois des années d'errance d'hôpital en hôpital. Aussi incroyable que ça puisse paraître, personne ne les a soignés. Non, il y a le manque de moyens, c'est sûr, mais ça n'explique pas tout. Il y a le manque de structures pour traiter les patients, et puis il y a aussi le refus de voir, de certains praticiens, de voir qu'il y a une infection nosocomiale, ou pas nosocomiale d'ailleurs, qu'il y a une infection tout court, qui est en train d'évoluer, de détruire l'os, de détruire l'articulation. On ne veut pas voir, et surtout on ne veut pas voir quand soi-même on est impliqué, parce qu'on n'aime pas voir nous-mêmes les échecs, les complications, les catastrophes des gestes chirurgicaux qu'on a fait pour que le patient aille bien. Vous opérez un patient pour qu'il aille bien, et puis pas de chance, il va mal. Ben, vous êtes mal vous-même et vous avez tendance à ne pas vouloir le voir, parce que ça, c'est humain. Le vrai scandale des infections nosocomiales, c'est le silence. Des médecins qui estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Après tout, ils sauvent des millions de malades. Face à eux, des patients qui les croient infaillibles. Le risque zéro n'existe pas. Mais quand l'infection arrive, il faudrait pouvoir en parler. Sophie Conroy a dû attendre 3 ans pour savoir ce qui s'est passé à la naissance de son fils Tanguy. T'as bien dormi? Ça t'a pas trop tiré les jambes? 3 ans à poser et enlever ses poids chaque soir et chaque matin. Allez. 3 ans à accepter la fatalité. Officiellement, une arthrite de hanche et 3 opérations. En réalité, une bactérie qui a grignoté sa tête de fémur. Quand Sophie demande le dossier médical, on lui répond qu'il est perdu. C'est alors qu'elle va découvrir la vérité. La bactérie, Tanguy l'a attrapée à l'hôpital, où le bébé prématuré a été transféré à sa naissance. Comment ça s'est passé hier soir? Jamais ils n'ont parlé. Si nous, on n'avait pas fait le geste d'écrire pour savoir ce qui s'est passé, on n'aurait jamais rien su. On aurait un enfant handicapé
mais sans jamais parler d'infection nosocomiale et sans jamais savoir ce qui s'était passé. Devant l'Office d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, les parents de Tanguy ont obtenu 26 000 €. Aujourd'hui, Tanguy essaye d'être un petit garçon comme les autres. Quand sa jambe aura atteint l'âge adulte, il aura droit à une prothèse de hanche, mais d'ici là, c'est l'incertitude. L'avenir, on ne sait pas, comme c'est une infection nosocomiale et qu'on ne sait pas quelles sont les cellules qui ont été touchées, on ne sait pas si la jambe va grandir, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, si la jambe va grandir normalement, on ne sait pas s'il y aura d'autres opérations. Là, on en est à la 3e et on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Chaque année, c'est la question. Tanguy est né prématuré. Sans l'hôpital, il n'aurait sans doute pas survécu. Mais l'hôpital a marqué sa vie pour toujours.